22h15, la suite de Week-end Direct en compagnie de Clémentine Autain. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. J'avais tout de suite envie de vous entendre sur ce chiffre ce soir, un sondage Ipsos pour Le Parisien avec Éric Zemmour qui continue sa progression. Le polémiste se retrouve désormais avec 15% des intentions de vote. On le rappelle, il n'est pas encore qu'officiellement candidat. Il ne s'est toujours pas déclaré, mais il prend de plus en plus de place. Est-ce qu'il pourrait jouer, on a l'impression peut-être, les troubles faits dans cette élection? Visiblement, il le joue déjà, ce rôle de trouble fait, puisque nous parlons beaucoup de lui et que l'annonce potentielle de sa candidature fait beaucoup débattre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je l'écoute attentivement et je constate qu'à part son projet de grand remplacement, cette logique haineuse, xénophobe, très misogyne aussi, il faut voir quand même que Éric Zemmour a fait son apparition publique avec un livre qui s'appelle Le Premier Sexe, qui est d'une violence inouïe à l'égard des femmes. Climato-sceptique, très autoritaire dans son projet et profondément réactionnaire. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, je pense que Éric Zemmour est un danger pour notre pays et qu'il est en même temps un symptôme de cette frange en colère de la société qui peut se réfugier du côté d'un grand bond en arrière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous allons en face tenir tête, être capable de répliquer pied à pied, de dire à quel point nous ne voulons pas de ce monde qui est construit autour d'un projet de haine, et comment nous pouvons faire grandir l'idéal de changement au service de la transformation sociale et écologique. Et je crois qu'il y a dans le pays beaucoup de forces disponibles, intéressés, on l'a vu au moment de la crise du Covid, par des valeurs qui sont totalement opposées, des valeurs d'entraide, des valeurs de justice sociale, de solidarité. Et je pense que là, il y a de quoi bâtir une réponse forte à Éric Zemmour et à toute cette droite dure qui semble être portée par la période. Mais je pense qu'il y a un soubassement dans la société avec tous les gens qui peut-être aujourd'hui se sentent résignés devant le paysage politique, qui sont inquiets, qui n'ont pas la tête à ça. Et je crois que rien n'est joué encore dans cette élection. Alors si on regarde à gauche, justement, dans ce sondage, on note l'effondrement d'Anne Hidalgo avec 5,5%. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot qui s'en sortent un peu mieux, 9% pour Jean-Luc Mélenchon. Derrière, il y a beaucoup d'autres candidats sur la ligne de départ pour la gauche. Est-ce que cette dynamique d'Éric Zemmour, elle n'est pas autant aussi inquiétante pour une gauche qui est déjà quand même bien divisée avec 7 candidats pour l'instant? Vous avez remarqué qu'Éric Zemmour vient aussi diviser, contribuer à la division des droites. Bon. Donc vous voyez qu'aujourd'hui la force des droites, elle est possible même dans un cadre où il y a plusieurs candidatures. À gauche, moi je regrette qu'on ait un paysage politique avec autant de candidatures, je vous le dis sincèrement. Je préférerais qu'on ait une situation plus claire, avec moins de candidats et de pouvoir augmenter nos chances d'accéder au second tour et de pouvoir l'emporter. Pour autant, on ne peut pas gommer les différences qui peuvent exister entre les projets, les débats qui continuent de nourrir les clivages à gauche. C'est une réalité dans laquelle nous nous trouvons parce que nous avons une histoire récente qui est celle aussi du bilan du gouvernement de François Hollande, avec François Hollande. Et je crois qu'il y a pas mal de choses qu'il faut digérer, repenser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous ayons en tête le soir du premier tour, à gauche, un candidat, et en l'occurrence, je pense que Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour cela, qui porte un changement en profondeur de la société, à la fois sociale et écologique. C'est ça qui m'intéresse, c'est de faire grandir cet espoir qu'un changement progressiste est possible dans notre société. Alors Clémentine Autain, nous allons désormais nous intéresser au portefeuille des Français, les ménages français qui s'inquiètent de leur pouvoir d'achat après les hausses notamment du gaz, de l'électricité, le prix du carburant qui continue lui aussi de flamber. Ce bouclier qu'a annoncé hier le Premier ministre Jean Castex, je vous vois hocher de la tête, on va en parler dans quelques instants. Pour aider les ménages, le prix du gaz va être bloqué. Cette hausse de 12,6% aujourd'hui est la dernière. Pour l'instant, il n'y aura pas d'hausse en novembre, il n'y aura pas de hausse en décembre. On écoute le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et on en reparle juste après. Le sens de ce bouclier, c'est de maintenir les prix à l'équilibre. Parce que ce qu'a expliqué le Premier ministre hier, c'est qu'on nous annonçait à nouveau des très fortes hausses d'ici à la fin de l'année. Et puis ensuite, dans quelques mois, au printemps, probablement en avril, des très fortes baisses. Et donc, le sens des mesures qui ont été annoncées, c'est plutôt que d'avoir une bosse très haute que les Français allaient devoir encaisser avec des augmentations de factures, puis une baisse très forte, et ben on lisse les choses pour que ça reste à un équilibre et que ça n'impacte pas
le pouvoir d'achat des Français, avec encore une fois des hausses qui auraient été très brutales d'ici à la fin de l'année. On parle de 30%. Alors Jean-Luc Mélenchon demandait hier un blocage des prix des produits de première nécessité, notamment l'énergie. C'est ce qu'a annoncé du coup hier le Premier ministre Jean Castex. Un blocage des prix. D'abord, c'est un blocage qui arrive tardivement. Hein. Regardez pour le gaz, on sait que l'augmentation sur l'année, elle est déjà de 57%. Donc il va bloquer, mais en entérinant toute une série de hausses qu'on aurait pu bloquer bien avant. Donc faisons attention du rythme. Et par ailleurs, on sait qu'au mois d'avril, c'est terminé. Hein. C'est-à-dire qu'on est bon jusqu'aux élections et ensuite advienne que pourra. Donc là, c'est aussi une indication pour savoir, pour dire aux Français qu'est-ce que vous avez envie de voir advenir après. Un blocage des prix dans la durée et une maîtrise de la facture énergétique. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'à la limite, pour le gaz, le pétrole, nous sommes dépendants du marché mondial, ce qui pose des questions sur la régulation des marchés globalement, parce que nous voyons bien que nous en payons très fortement le prix et que ça ne peut pas continuer comme ça sur des produits de première nécessité, sur des biens dont nous avons impérativement besoin, et aussi qui doivent se transformer à l'aune des impératifs écologiques. Donc il faudrait qu'on puisse maîtriser cela, on n'y arrive pas, mais pour l'électricité. Comment vous expliquez cette hausse de l'électricité ? En France, 70% de l'électricité, nous produisons avec des centrales nucléaires, ce qui pose d'autres questions. Mais en tout cas, ce n'est pas lié normalement au gaz. Et pourquoi ça augmente? Est-ce que vous savez pourquoi ça augmente l'électricité en France? Ça augmente parce que nous avons libéralisé depuis 20 ans le marché de l'électricité et que la hausse du prix du gaz se répercute sur un point incroyable qui est que comme on a libéralisé, EDF se retrouve en concurrence avec des fournisseurs qui, eux, prennent le gaz. Et comme on n'a pas droit à une concurrence qui serait libre et non faussée, qu'il faut impérativement qu'on règle les choses, eh bien on aligne sur la concurrence qui, elle, se fournit avec du gaz. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais ce que je veux vous dire, c'est que si nous avions un monopole public sur l'électricité et sur l'énergie, nous n'aurions pas ces hausses et nous pourrions tempérer les marchés et être plus forts dans notre maîtrise publique et dans le prix de ce bien qui est un bien essentiel. Or, aujourd'hui, pour les ménages, vous le savez, c'est terrifiant parce que la hausse, c'est concret. Quand vous avez, par exemple, une facture de 1 000 € pour le gaz par an, et que vous allez avoir cette année à payer probablement 1 600, peut-être 1 700 €. C'est considérable comme augmentation. L'essence, tout à l'heure, j'ai ma voiture, j'habite en banlieue, j'ai ma petite Peugeot 208, j'ai fait le plein, voilà, 70 € pour faire le plein. C'est beaucoup plus que ce que je faisais encore il y a quelques mois. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent dans un moment qui est un moment de très grande paupérisation. De grande paupérisation parce qu'il y a un chômage de masse, parce que les salaires sont en berne, parce que la précarité est très grande, parce que nous payons le prix des mesures gouvernementales depuis la hausse des APL jusqu'à la contre-réforme du chômage aujourd'hui, et que la situation est extrêmement, extrêmement tendue. Justement, Marine Le Pen hier annonçait si elle était élue, elle proposerait des mesures aidant chaque Français à récupérer jusqu'à 200 € par mois. Comment la France insoumise aiderait les Français à récupérer du pouvoir d'achat? Il y a le chèque énergie par le gouvernement. Mais c'est une mauvaise mesure, le chèque énergie. En plus, c'est complètement dingue parce qu'on va donner 100 € pour payer la hausse. 6 millions de foyers. Voilà, ce qui ne suffit pas, parce qu'on estime que c'est plutôt 150 € sur l'électricité, juste sur l'électricité probablement en moyenne par foyer. Enfin bref, il faut regarder dans le détail, mais ça ne suffira pas, en tout cas c'est sûr. Jean Castex a annoncé qu'il serait prêt à revaloriser Bien le sûr. moment venu. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire vous donnez un chèque de 100 €, mais pendant ce temps-là, vous avez 9 milliards de dividendes qui sont reversés aux fournisseurs d'énergie, ça c'est la première chose, et des taxes qui vont augmenter, c'est-à-dire l'État qui va avoir plus d'argent. Donc tout ça ne fonctionne absolument pas, ça marche, on marche littéralement sur la tête. Donc il faut sortir de la libéralisation de ce secteur de l'énergie et il faut aider à faire en sorte que les prix ne connaissent pas des flambées aussi folles, et nous en avons aujourd'hui les moyens, ce que ne veut pas faire le gouvernement, qui trouve une espèce d'astuce mais qui ne répond pas dans la durée au problème. Vous savez ce que nous payons aussi, ce sont les passoires thermiques. Si le gouvernement depuis 4 ans avait investi contre les passoires thermiques, eh bien je vous assure que d'abord ça serait très bon
pour la politique environnementale, puisqu'on arrêterait de dépenser inutilement, et ça serait très bon pour les factures d'énergie que paient trop de foyers modestes qui n'ont pas les moyens tout simplement de sortir de ces passoires thermiques. Donc des solutions, il faut les voir, voyez, globalement, dans la durée, et se donner les moyens de les mettre en œuvre. Et cela pose aussi notamment la question de la souveraineté énergétique de la France, qui dépend de pays importateurs, notamment comme la Russie ou encore la Norvège. Merci. Parce que là, beaucoup. on va vers des enjeux géopolitiques en plus, assez dangereux. Merci beaucoup Clémentine Autain d'être venue dans Week-end Direct. Merci pour toutes ces réponses. Dans quelques instants, la suite de Week-end Direct.